Alors, à mon tour, donc à présent, je vais vous présenter donc plus spécifiquement la pédagogie de la mobilisation. Donc ça va être un peu plus concret avec une première partie assez générale sur pourquoi la pédagogie de la mobilisation, la différence avec la joie, enfin entre le plaisir, la joie, le bonheur, etc. Et puis je vais rapidement en venir aux pistes pédagogiques qui paraissent dans le bouquin du livre Plaisir et avec des exemples concrets pour faire en sorte, la finalité c'est vraiment que tous les élèves, et surtout on s'intéresse vraiment dans le groupe Plaisir aux élèves les plus en difficulté, tous les élèves puissent à un moment donné avoir du plaisir à pratiquer, être mobilisés dans l'action, dans les situations qu'on leur propose pour ensuite envisager l'apprentissage. Alors déjà une première diapositive avec une inscription, voilà, une inscription qui est gravée sur le fronton de l'Académie d'Athènes à propos au départ de la géométrie. Et cette phrase, en fait, pour le groupe, elle serait à inscrire sur tous les gymnases parce que ça résume assez bien le fait que la recherche du plaisir est un moyen, mais aussi c'est une finalité. Donc on n'est pas uniquement dans une pédagogie ludique, on ne recherche pas que le plaisir, évidemment, puisqu'on n'est pas confondu non plus avec un amusement qui pourrait renier les apprentissages, mais plutôt le plaisir de pratiquer est vivement recherché tout de suite pour que les élèves, comme je vous l'ai dit, soient d'abord mobilisés pour ensuite entrer dans une logique d'apprentissage. Voilà. Non. Ah oui, non mais c'est pas grave. Hop. Ah bah il manquait un bout. Hop. Ah oui, tu as laissé les trois. Hop, voilà. Alors notre conception par rapport à d'autres groupes aussi qui travaillent sur l'enseignement de l'EPS, donc à partir des triangles pédagogiques, on se rend compte que, en fait, selon notre façon d'enseigner et de concevoir les choses, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes conceptions et on ne focalise pas notre intérêt sur les mêmes choses. Alors au fond, qu'est-ce qui change, par exemple, entre la didactique de l'EPS et la didactique des APS ? C'est le débat qu'on retrouve entre l'éducation physique plutôt culturaliste et développementaliste. Alors dans le groupe Plaisir, on essaye vraiment de partir de ce que font les élèves, ce qu'ils sont au départ. Voilà, on s'intéresse bien évidemment au savoir, parce que parfois on peut entendre des personnes nous reprocher, mais en fait on s'intéresse évidemment au savoir, mais notre point de départ c'est vraiment l'élève, l'activité de l'élève et ses besoins. Et pas forcément les élèves, mais plus l'élève. Ça, c'est important aussi. Donc, en fonction, on va s'intéresser à ses capacités, à ce qui va le mobiliser, le motiver aussi, et puis on va essayer de s'adapter. Alors, il s'agit plus pour nous, en fait, de nous adapter aux élèves, alors que la plupart du temps, en fait, on se rend compte dans les analyses de pratique que c'est plutôt l'inverse qui est proposé à l'école, où on demande en fait aux élèves de s'adapter à nos propres contraintes. Donc on leur propose une situation et à eux d'évoluer pour rentrer et atteindre le but des situations qu'on propose. Donc là on a une approche quand même qui est différente et qui n'est pas non plus facile, puisqu'on a des profils qui sont très très différents et des contextes aussi d'enseignement qui sont très différents. Donc un exemple typique que je peux aborder avec vous, c'est par exemple le cas des évaluations diagnostiques qu'on propose en début de séquence. Souvent, on propose une évaluation diagnostique, alors à juste terme, avec pertinence, etc., pour voir où les élèves en sont. Mais on se rend compte finalement que souvent la situation qu'on va proposer, la première séance, elle va mettre les élèves en échec. C'est-à-dire qu'on leur montre, en fait, par une situation, on essaie de se rendre compte, nous, de l'écart entre ce que font les élèves à un moment T et puis ce qu'ils vont devoir apprendre pour arriver à un autre point en fin de séquence. Du coup, ça nous questionne beaucoup puisqu'on se rend compte qu'il y a des élèves qui réussissent tout de suite, mais on en a aussi qui, d'entrée de jeu, en début de séquence, sont en échec et donc n'ont pas de plaisir à pratiquer. Donc du coup, ça peut entraîner une certaine démobilisation d'entrée de jeu. Alors, je vais différencier maintenant la motivation. Alors, attends, faut pas que j'aille trop loin. Hop! La motivation et la mobilisation. Alors, là, c'est la diapo sur la motivation, donc une belle illustration d'Yvon. Enfin, c'est pas Yvon sur le... Non. Les élèves, c'est pas l'âne non plus. Hein. C'est juste pour illustrer. C'est juste pour illustrer. Voilà. Alors, la motivation, c'est vraiment ce qui va déclencher le comportement. Alors, l'image de la carotte, c'est la récompense. Hein. Et on voit bien que la carotte, c'est
c'est la source de motivation extrinsèque. Et pour faire un petit parallèle avec les théories de la motivation, eh bien on sait bien que voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter de renforcer, puisque la motivation, cette source de motivation extrinsèque, elle ne peut fonctionner qu'à court terme, et puis elle entraîne un détournement aussi de la centration des élèves sur la récompense et au détriment de l'apprentissage. Alors pour ce sujet-là, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, je vous recommande, si ça vous intéresse vraiment, avec le rôle aussi de la compétition, voilà, les effets néfastes de la compétition à l'école avec tous les systèmes de récompense, à l'ouvrage de Fabrizio Butera, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle L'évaluation une menace, et même des articles qu'on peut trouver en ligne de cet auteur, qui sont vraiment intéressants par rapport au rapport entre la motivation des élèves, la réussite et la compétition. C'est une conception qui est assez proche aussi de la nôtre dans le groupe. Alors, concernant maintenant la mobilisation, faire la différence entre les deux, eh bien, en fait, on peut être motivé mais pas mobilisé, on peut être mobilisé mais pas motivé, donc c'est deux choses qui sont différentes. Par exemple, je peux être motivé par le jeu du volleyball, on a beaucoup d'élèves qui aiment bien, qui ont envie de jouer au volleyball, mais par contre, quand je joue, quand je suis dans le jeu, en fait, je peux être totalement démobilisée. Par exemple, je peux être préoccupée par le fait de ne pas me retourner un doigt ou de ne pas me prendre un ballon en pleine face par rapport aux joueurs qui sont en face. Donc j'ai envie de participer à l'action, mais en fait, je n'y arrive pas. Donc je peux être complètement démobilisée par la situation que l'enseignant a proposée. Et puis on a aussi l'inverse qui peut arriver avec des élèves qui sont très mobilisés sur le terrain, voilà, qui sont, on le voit au niveau de l'observation de leur comportement, mais par contre qui peuvent ne pas apprécier, ne pas avoir forcément envie de repratiquer encore cette activité. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et l'environnement en fait qui va être proposé par l'enseignant fait que je ne vais pas pouvoir apprendre si je suis démobilisée dans cette situation-là. C'est pas possible. Donc il va falloir adapter en fait la situation aux caractéristiques des élèves, à leurs préoccupations, pour les mobiliser. Il va falloir qu'ils réussissent à un moment donné et essayer de les mettre en réussite le plus tôt possible, dès le départ si possible, pour qu'ils puissent d'abord consolider ce qu'ils savent faire. Donc on va essayer en fait d'abord de consolider les acquis, donc de repérer ce que les élèves savent faire, ce qu'ils font, pour ensuite passer à une étape. D'accord ? Alors c'est un concept qui est lié à l'éducation fonctionnelle. Alors, je ne sais pas si ça paraît là. Oui, qui est lié à l'éducation fonctionnelle, c'est-à-dire que dans notre approche, on va essayer vraiment de partir des besoins de l'enfant, car toute conduite en fait est liée vraiment à un intérêt. On a tous intérêt dans toute situation, on poursuit un intérêt, et c'est ce qui va vraiment nous mobiliser et pouvoir expliquer nos conduites. Alors l'intérêt justement pour le groupe plaisir, donc c'est partir des besoins des élèves pour qu'ils soient à la fois motivés et surtout mobilisés dans la tâche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse surtout à ces quelques élèves, ou parfois nombreux, qui sont plutôt en échec, qui vivent quand même beaucoup d'expériences d'échec à l'école, qui décrochent et qui sortent un petit peu des dispositifs proposés. Donc l'enjeu principal, ça va être de viser la réussite de chacun. Hop, bon, je vais rester un bout. Alors, attends, tac, je regarde si... j'ai tout là. J'ai tout en tout. Bon, c'est pas grave. Alors, pour différencier maintenant le plaisir de la joie et du bien-être, alors, pour compléter un petit peu ce que Yvon a dit tout à l'heure, donc le plaisir, c'est un ressenti qui est vraiment difficile à retenir. Alors, c'est en étroite quand même relation avec les émotions que l'on peut ressentir. Ça a aussi une réalité biologique, puisque quand on éprouve du plaisir, eh bien notre organisme va libérer des substances comme la dopamine, ce qui nous permet, on verra tout à l'heure, d'en garder une trace. Et après, de rechercher à recréer les circonstances d'une situation qu'on a vécue pour ressentir à nouveau ce plaisir-là. Alors le bien-être, c'est moins puissant, ça serait plutôt une sensation agréable, mais qui aurait une intensité différente. Par rapport à la joie, alors la joie est aussi de moindre intensité, mais elle serait plus durable en fait. On est plus joyeux dans un temps un petit peu plus long. La joie aussi, elle serait plus en lien avec des valeurs philosophiques, voire religieuses. On peut être joyeux, mais le plaisir c'est quand même différent. Il est plus lié en fait à un moment donné, à une action entreprise, voilà, à un moment T.
à un événement marquant, par exemple, quand vous jouez dans une activité, au moment où vous marquez un but, par exemple, ou voilà, vous éprouvez un fort, voilà, une forte émotion, pardon, de plaisir. Donc, c'est très fort et c'est peut-être plus succinct au niveau du temps. Donc par exemple, voilà, jeu collectif, ça va être les moments où je marque par exemple, surtout si c'est par exemple dans les dernières secondes d'un match, ça va me procurer énormément de plaisir. En course, dans un jeu de course, je vais avoir énormément de plaisir, ça va être au moment par exemple où je vais franchir la ligne d'arrivée, donc juste à la fin et où je dépasse mon adversaire. Si je suis en GRS par exemple, ça va être au moment où on a un échange tous ensemble et on rattrape notre engin et on se rend compte que tout le monde l'a rattrapé en même temps, et si c'est en plus à la fin de la chorégraphie, bah, c'est encore mieux. Donc c'est tous ces petits moments-là qu'on va essayer de recréer aussi et de valoriser dans l'activité pour que les élèves ressentent du plaisir à agir. Alors, cette fois-ci, ouais, j'ai pas l'image qui apparaît. Voilà. Alors, que pouvons-nous penser du plaisir immédiat, différé, consenti, etc. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, le prof qui dit à l'élève, tu la sens la notion de plaisir? Non, monsieur, pas encore. T'inquiète pas, ça va venir. Là, c'est vraiment l'illustration de ce que vous a raconté Yvon tout à l'heure. Alors, le plaisir n'est pas opposé à l'effort ni au travail. Il n'est pas non plus synonyme, évidemment, d'amusement. Donc, on ne le confond pas non plus avec le laxisme, avec la distraction. Donc, il va plutôt provenir, au contraire de ce qu'on pourrait penser, d'une implication, en fait, très importante dans une situation. Dans une situation qui est adaptée, qui serait adaptée à notre niveau et à nos aspirations. Donc c'est vraiment une coïncidence entre nous, notre personnalité, etc. et la situation qu'on va vivre à un moment donné et notre implication très importante dedans. D'ailleurs, on voit que régulièrement en EPS, quand on a par exemple des élèves qui détournent une activité, qui vont faire autre chose, qui vont détourner les consignes, les règles, mais on se rend compte que souvent ils le font aussi pour retrouver un certain plaisir qu'ils n'ont pas dans la situation qu'on leur propose. Donc voilà, ça doit quand même nous questionner à un moment donné. Donc on a voilà, ces comportements qu'on peut appeler hors tâche doivent vraiment questionner l'enseignant d'EPS et pas voilà, ne pas entrer tout de suite dans ce qu'on pourrait dire la répression, c'est-à-dire essayer de les obliger à revenir dans la situation, mais ça doit quand même nous questionner, on doit se poser la question de pourquoi en fait ils agissent à un moment donné hors tâche. Alors on est plutôt nous partisans en fait d'un effort qui serait consenti et non subi, et si possible immédiat. Illustration demain en demi-fond. C'est vous là. Voilà, on verra si on vous photographiera. Donc les situations qu'on va proposer, elles doivent être attrayantes, mais elles doivent aussi permettre à l'élève, une fois engagé dans la situation, d'éprouver suffisamment de plaisir donc dans la pratique et de réussite pour pouvoir avoir envie de persévérer, de continuer et puis évidemment d'apprendre. Alors, le risque de l'effort et du plaisir différé, en fait, c'est ce dont parlait Yvon tout à l'heure, c'est souffre et puis tu verras, après tu seras content, c'est que ça démobilise en fait. Et les élèves n'ont pas envie de continuer. Tous ceux qui n'ont pas un profil de sportif ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Et puis, les sensations qui en résultent sont plutôt désagréables et laissent quand même des traces négatives. Donc l'effort subi, en fait, amène quand même des détestations et de la souffrance chez les élèves. Et donc, voilà, c'est quand même difficile de les faire apprendre dans ces conditions-là. Alors, cette fois-ci, la relation entre éducation et apprentissage. Alors, comme Yvon l'a soulevé tout à l'heure, le plaisir ne s'apprend pas, donc on est plus dans une éducation du plaisir. Le plaisir, ça se ressent. Donc sinon, on pourrait évidemment construire une didactique du plaisir, ce qui n'est pas du tout notre but recherché, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et l'objectif, ça va être pour nous en fait de concevoir des situations, donc en fonction d'un certain contexte, en fonction de la particularité des élèves que l'on a, ces situations devraient permettre aux élèves d'être mobilisés tout de suite pour ressentir du plaisir, à agir et pour persévérer. Alors pour l'enseignant, il s'agit en fait de comprendre cette dynamique entre plaisir et déplaisir dans des pratiques ludomotrices, parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves qui s'ennuient, voilà, beaucoup d'élèves qui sont en souffrance à l'école. De plus en plus, ça, je ne sais pas, mais voilà, on a vraiment un intérêt pour ces élèves-là. Alors le plaisir est vraiment vital et on doit vraiment, voilà, on milite vraiment pour éduquer les élèves au plaisir.
Alors on a deux dimensions là qui apparaissent. On a la dimension plaisir-valeur, donc dans une optique plutôt d'éducation pour contribuer à l'augmentation de notre puissance d'exister. Donc plus on va avoir de plaisir, plus on va avoir envie de faire des choses extraordinaires dans notre vie pour augmenter notre puissance d'agir. Et l'autre pôle, c'est plutôt plaisir, donc motivation, ici où le plaisir est plutôt un outil en fait pour apprendre. Finalement, le plaisir, je n'ai pas marqué en bas, le plaisir c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important à l'école, mais sans lui, en fait, il ne se passe rien. Sans lui, on ne peut pas apprendre. Donc c'est vraiment un élément incontournable, en fait, c'est la base en fait qui va pouvoir nous orienter ensuite vers l'apprentissage. Je regarde l'heure. Hop. Alors, pardon. Hop, je reviens. Donc peut-on éduquer au plaisir? Donc oui, évidemment, mais il y a un mais. Nous n'avons pas de certitude. Comme c'est quelque chose que chacun va ressentir, on n'est pas sûr. Comme tous les élèves sont différents, ont des préoccupations différentes, on n'est pas sûr de contenter tout le monde. Mais au moins, on pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça et de s'intéresser surtout aux préoccupations des élèves pour les satisfaire au maximum. Les préoccupations des élèves aussi, elles ne sont pas du tout faciles à cerner. Et la faisabilité parfois est très complexe avec un nombre d'élèves important, une diversité d'élèves importante et toutes les contraintes que l'on peut avoir dans l'enseignement. Donc éduquer au plaisir, en fait, ça va permettre d'augmenter la puissance d'agir des individus, ce qui est vraiment indispensable pour qu'ils puissent construire aussi des compétences qui sont visées par l'école. Et aussi pour que les élèves qui sont le plus souvent en échec puissent être à un moment donné remobilisés, remotivés à l'école et qui puissent reprendre confiance en leurs propres capacités. On peut faire un parallèle aussi par exemple aux travaux sur la violence scolaire, vous allez me dire quel rapport, mais si, le travail d'Éric de Barbieux qui a été mené par rapport à ça, où il montre que par exemple il y a énormément de phénomènes de violence scolaire qui émergent de l'école elle-même, du système de l'école elle-même, des contraintes que l'on pose aux élèves, voilà, qui font qu'en fait on n'est absolument pas dans leurs préoccupations, on ne s'intéresse pas à leurs propres préoccupations et ça crée des déviances, des phénomènes de violence. Alors la dynamique, cette dynamique plaisir-déplaisir, alors elle va elle va avoir lieu en fait en 3 phases. Après, je vais vous détailler chacune des phases. Alors, un petit rappel quand même, la motivation, les gens qui ont travaillé sur la motivation des élèves en EPS, elle va en diminuant. Alors, par exemple, Davis et Louveau, en 91, ont bien montré qu'on avait une baisse régulière de la motivation des élèves entre la 6e et la classe de terminale. On a Deslauriers aussi qui a montré qu'il y avait une érosion du plaisir perçu par les élèves au fil du temps. Donc c'est quand même, ça nous questionne quand même, c'est quand même inquiétant. Alors les émotions sont bien souvent oubliées à l'école, on fait un petit peu comme si elles n'existaient pas. On essaye de les mettre à part. Voilà. Je pense par exemple aux relations socio-affectives entre les élèves. On essaye de ne pas les prendre en compte, s'ils ne s'apprécient pas, etc. On se dit bon, allez, c'est pas grave, mets ça de côté, agis avec les autres, tant pis. Mais finalement, c'est très très compliqué pour les élèves. Donc on a vraiment des émotions qui sont mises à l'écart à l'école et ça c'est un véritable problème. Or, on a bien montré, notamment Pierre Parleva par exemple, qui a montré que les relations socio-affectives entre les élèves ont vraiment un impact sur l'apprentissage et sur les conduites décisionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, selon si je suis avec mes amis ou avec des personnes que je n'aime pas, etc., dans certaines activités, ça va vraiment avoir un impact sur les décisions que je vais prendre au cours de la situation ou au cours du jeu. Donc ça permet d'expliquer les émotions ressenties, les conduites des individus. Alors le plaisir, ça va être un moyen pour apprendre, mais aussi une finalité. Si j'éprouve du plaisir, je vais continuer, d'accord ? Je vais continuer à m'engager. Et dans l'optique aussi d'éducation à la santé, ça va être important, parce que on sait très bien que les adultes qui pratiquent régulièrement ne le font pas pour être en bonne santé, enfin pas directement, mais en premier lieu déjà parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ressentent du plaisir à pratiquer, et c'est pour ça qu'ils vont persévérer et continuer à régulièrement avoir leur pratique personnelle. Donc il y a vraiment une dynamique qui se met en place, une dynamique qui se met en place en 3 phases. Alors, la phase 1, alors touc, est-ce que j'ai le petit garçon? Hop, en fait j'ai raté mon truc.
Non, c'est pas grave. La phase 1, donc première phase par rapport au schéma précédent, c'est le processus. Donc en fait ici, c'est comment le plaisir va se mettre en place. Alors il y a évidemment des déterminants personnels, intimes, sur lesquels on ne peut pas agir. Alors on ne peut pas les influencer, mais par contre on va pouvoir modifier, moduler tout ce qui est en rapport avec le contexte. C'est-à-dire que le milieu pédagogique, l'environnement qu'on va créer pour les élèves, doit être considéré un peu comme un terreau fertile en fait. Donc ça comprend à la fois l'environnement matériel, l'environnement humain et les éléments culturels aussi. Donc on va essayer de proposer des conditions à travers le matériel, le culturel et l'humain qui vont permettre aux élèves d'être de plus en plus mobilisés et de ressentir du plaisir. Alors, donc, je ne sais plus où j'en suis par rapport à ça. Non, je ne suis pas dans le plaisiromètre. Non, je ne l'ai pas là en fait. Alors, l'environnement, par rapport à l'environnement, donc je vais juste détailler rapidement. Au niveau de l'environnement, voilà, il y avait l'environnement. Il y a aussi les sensibilités. Ah ben voilà, c'est le deuxième point. Excusez-moi, j'étais un petit peu perdue dans mon diaporama. Donc, premier point, jouer sur l'environnement. Le deuxième point, c'est prendre en compte les différentes sensibilités des élèves. Donc par exemple, on peut avoir des élèves qui sont plus attirés par le défi, la compétition, d'autres pas du tout. Certains, on les voit par exemple dans les sports de raquettes, il y a des élèves qui préfèrent coopérer avec les autres, être plutôt dans la convivialité. D'autres vont être plutôt sur le côté ludique, ils ont envie de jouer. D'autres encore peuvent être sur la maîtrise, maîtriser des actions, être efficace. Alors le troisième point sur lequel on va pouvoir jouer, ça va être les possibilités d'action et les interactions qui vont être offertes aux élèves. Donc ici, ça demande quand même d'avoir d'analyser de façon très pertinente la situation qu'on va leur proposer au départ pour définir tout ce qui va être possible pour les élèves. Ça va définir notamment, on va définir aussi les possibilités de communication, donc les interactions, la communication ou contre-communication dans une activité. Donc c'est important puisque plus on va avoir de possibilités ouvertes, plus les élèves vont pouvoir s'y retrouver. Plus la situation est fermée et laisse peu de procédures possibles, plus ça va être contraignant et risque de mettre en difficulté certains élèves. Alors, on va aussi essayer de permettre la réussite de tous, que chacun puisse accéder à la réussite, et pas seulement une partie de la classe. Alors, dans la même optique, on va essayer de ne pas responsabiliser non plus les élèves de leur échec. C'est-à-dire que c'est pas parce que certains y arrivent que les autres, regarde, voilà, eux y arrivent, tu devrais y arriver aussi. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc on va essayer de permettre à chacun de différencier pour que chacun puisse y trouver son compte et à un moment donné éprouver du plaisir face à la réussite dans une situation donnée. Et autre chose aussi qu'on va essayer de faire, c'est de combiner les différents affects qu'on va pouvoir éprouver avant l'action, pendant l'action et après l'action. Alors je voulais vous diffuser une petite publicité, mais en fait on a oublié de la télécharger, mais c'est pas grave. Alors la phase 2, donc ça la phase processus, c'était comment on va arriver au plaisir. Donc la phase 2, c'est le produit. Alors je vais vous raconter la publicité puisque je ne peux pas vous la montrer. C'est une publicité pour une voiture, ça n'a rien à voir. Oui, c'est un petit enfant au départ qui joue dans un orchestre. Voilà, il joue du violon et tout d'un coup il y a une balle qui arrive. Et là il prend son violon et bam, il donne un gros coup de... voilà. Voilà. Et ça montre vraiment que la préoccupation de l'enfant, elle est orientée vraiment par une autre tâche que celle qui lui est proposée. Et on voit bien en fait dans le regard sur le visage de l'enfant, on arrive à lire des traces de plaisir éprouvé à un moment donné. Puis à la fin de la publicité, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, on voit qu'il est devenu un grand joueur de tennis et pas du tout un grand musicien. Bon, voilà. Alors la phase 2, en fait, c'est la phase du produit. Donc en fonction du contexte, de l'environnement qu'on a mis en place, il va y avoir un plaisir qui va être ressenti ou un déplaisir, évidemment. Donc c'est un peu la conséquence de la première phase. Alors on peut avoir une échelle de ressenti, un plaisiromètre, qui est évidemment personnel. Ça c'est difficile de se situer au niveau quantitatif, mais on peut avoir par contre des signes
on peut identifier, nous, sur les élèves, des signes de plaisir ou de déplaisir. Donc ça fait référence, si on prend par le bas, au gestème. C'est-à-dire, le petit garçon, à un moment donné, voilà, il fait comme ça, yes. Voilà, ça c'est quand même un signe, un gestème, un signe que tout le monde comprend et qui montre plutôt, voilà, un plaisir fort à un moment donné. Puis on a aussi toutes les émotions qu'on peut lire sur les visages. Alors, la phase 3... Un gestème ? Oui. Un gestème, c'est un signe. C'est un signe qui est compréhensible par tout le monde. Par exemple, si je dis hop, ça veut dire va là-bas. Ou si je vous montre du doigt, regardez, pas mon doigt, mais le diapo. Ça s'oppose un peu au enfin, ça s'oppose pas, mais l'autre terme, c'est les praxèmes, qui sont des signes qui sont propres à une activité. Excusez-moi, oui, j'aurais dû m'expliquer. Alors, la phase 3. Donc, une fois qu'on a présenté le contexte, qu'on a ressenti plus ou moins du plaisir, eh bien, on va avoir des traces. C'est-à-dire, on va garder en nous des traces qui vont être plus ou moins mémorables. Alors, on pourrait avoir, par exemple, demandé à des personnes, alors surtout des personnes qui ne sont pas enseignants d'EPS, qu'est-ce qu'ils ont vécu en EPS. Alors parfois, ils vont en parler tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont des souvenirs très marquants en fait. Des situations qui reviennent, qui ne reflètent peut-être pas la totalité de ce qu'ils ont vécu, mais on a vraiment, voilà, on sent vraiment les signes qui sont restés en eux et qui viennent de ces situations-là. Donc en termes positifs, évidemment, ou en termes négatifs. Et ces traces en fait qu'on garde en nous, elles vont vraiment avoir une incidence, une influence sur les décisions futures que l'on va prendre, sur les choix qu'on va faire, sur est-ce qu'on va s'investir dans une activité ou pas. Et ça peut amener, si c'est positif, une tendance à l'effort consenti. C'est-à-dire quand j'ai eu des traces de plaisir, donc en termes positifs, je vais avoir envie d'y retourner. Et là donc je vais faire des efforts, mais je suis content de les faire. Je prends du plaisir à faire des efforts. Voilà. Et à l'inverse, on peut avoir bien de l'apathie, de l'abandon, des stratégies de fuite, tout ce qu'on veut, en situation similaire. Par exemple, moi je forme pas mal les professeurs des écoles à l'enseignement de l'EPS. C'est un public quand même qui est très particulier, qui a souvent un vécu assez négatif en EPS. Souvent c'est un public aussi qui a très peu de pratique physique. Et quand j'aborde l'enseignement de la natation à l'école, j'essaye toujours d'atteindre un petit peu, de questionner leur représentation. Et alors on a vraiment là par exemple des faits très marquants, et c'est des gens des enseignants qui ont parfois été vraiment traumatisés par la natation, où ils avaient vraiment des peurs, mais des phobies qui sont dues à, une fois on les a poussés dans l'eau, voilà, c'est des événements, mais ça les a traumatisés. Et voilà, ce sont des enseignants qui ont peur d'enseigner après la natation, surtout que bon, ils ont un temps de formation qui est relativement réduit, mais tout ça pour vous dire que le moindre petit événement peut avoir des conséquences, voilà, très bénéfiques ou au contraire plutôt désastreuses sur l'avenir et sur les situations qu'on va vivre plus tard. Alors là, on a le petit sourire du garçon, petite trace de plaisir. Alors, la modélisation. Donc, modélisation de ce processus plaisir-déplaisir. Bon, vous voyez peut-être pas... ça résume en fait ce que je viens de vous dire. Voilà, parce que vous n'arrivez peut-être pas à lire. Le blanc, là, c'est pas très clair. Donc, cette modélisation, elle montre en fait en quoi voilà, les ressentis vont jouer sur la confiance en soi et aussi sur l'estime de soi. Pourquoi ils vont aboutir à l'inaction ou à l'action à un moment donné. Donc vous avez tout ce qui est ressenti du plaisir en haut, avec le plaisiromètre qu'on retrouve dans la phase 2, les traces que l'on va conserver, et puis après on retourne en fait à la phase 1, c'est-à-dire hop, on se remet en place, en route dans une nouvelle situation, et on va avoir un continuum entre une puissance d'agir, donc un fort investissement, un effort consenti, et puis à l'inverse, tout en bas, plutôt une impuissance. Voilà, donc moins les élèves vont éprouver du plaisir, plus il va être difficile après, donc plus on est dans le bas, plus il va être difficile après de remonter la pente et de continuer. Alors la suite, bon ben là vous voyez rien, il est tout petit, c'est pas très grave, donc là on a, voilà, c'est le même schéma en fait qui est repris et davantage complété. Alors on a le développement en fait de différents affects. Alors on voit pas très bien, mais il y a la joie, voilà, enfin, il
il y a le mal-être, enfin plus c'est en haut, plus ce sont on vous donnera le diaporama. Plus ce sont des émotions positives et plus on est en bas, plus ce sont des émotions négatives. Donc ça a vraiment une conséquence en fait importante sur la confiance en soi et l'estime de soi qui vont aboutir, donc là encore une fois, à une démobilisation, à une posture passive ou au contraire à de la mobilisation. Donc voilà, la troisième phase, tout à droite, l'impuissance apprise. Donc on nous apprend, c'est par les situations qu'on vit qu'on va arrêter d'apprendre, ne pas entrer dans les situations, ou au contraire une augmentation de notre puissance d'exister. Et c'est comme ça en fait qu'on va parvenir en fait, selon dans notre groupe, c'est notre façon de voir les choses, on va passer en fait du plaisir d'agir vraiment au désir d'apprendre. Et donc le plaisir est bien un moyen et une finalité. Et l'apprentissage en fait des élèves ne se décrète pas, mais il va falloir vraiment optimiser les conditions pour qu'il y ait du plaisir et après de l'apprentissage. Alors la pédagogie de la mobilisation. Alors on va essayer en fait d'apporter nous des éléments concrets pour pouvoir construire cette pédagogie et donc permettre cette mobilisation. Alors on a construit des pistes qui émanent d'expériences vécues, créées par des enseignants, des expérimentations qui ont été faites dans différents contextes scolaires. Alors ce qu'on propose, ce ne sont pas des situations didactiques qui marchent ou des recettes, etc. Elles sont vraiment contextualisées, elles ont émergé dans des contextes particuliers et à partir des situations, on en a déduit en fait des pistes pédagogiques qui vont permettre de s'adapter au contexte, au contexte de chacun. Donc on s'intéresse au mobile, des élèves. Donc c'est ce qui va les préoccuper à un moment donné. Pourquoi l'élève est là? Voilà, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui va orienter sa conduite? Donc surtout les élèves les plus en difficulté. Par exemple en danse, on le verra peut-être demain, une des premières préoccupations c'est ne pas paraître ridicule. Du coup, c'est une étape émotionnelle qui est très prégnante en danse, alors qu'on retrouve à différents niveaux de pratique. Elle n'est pas forcément liée au niveau de pratique, puisque quand on danse tout seul dans un autre contexte, ça peut être très perturbant aussi. Mais on le retrouve quand même chez le débutant. Donc ne pas avoir l'air bête, donc la situation est détournée. Voilà, on a par exemple les élèves qui font autre chose, qui se mettent à rigoler, donc ils vont essayer de détourner, d'avoir des stratégies d'évitement pour ne pas avoir l'air bête aux yeux des autres. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. On a ceux, par exemple, qui ont une autre préoccupation en danse, c'est ceux, par exemple, qui veulent réciter leur chorégraphie. Donc eux, ils veulent pas se planter, ils veulent être à fond, donc ils sont très concentrés dans leur chorégraphie. Souvent, ils ont le regard par terre, et puis voilà, ils enchaînent. On peut avoir aussi des élèves, leur préoccupation, c'est être ensemble. Donc ça traduit une représentation typique de l'activité en danse, où on est plutôt dans la synchronisation, et peu en fait dans les effets de groupe. On a aussi ceux qui veulent, par exemple, se mettre en avant pour impressionner. Ceux qui veulent créer des effets pour les spectateurs. Donc là, on a un niveau quand même un petit peu plus avancé. Donc la pédagogie de la mobilisation, en fait, elle ne vise pas du tout à combler les manques, mais elle va plutôt s'appuyer sur les ressources des élèves, sur leurs préoccupations, pour les consolider dans un premier temps et après pour pouvoir les faire évoluer. Point important aussi, c'est l'autodétermination. Donc c'est-à-dire que on veut que les élèves aient des choix. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc on va essayer de pas trop leur mettre de contraintes au départ, ni après d'ailleurs. Proposer des situations qui soient plutôt ouvertes et si possible aussi, essayer de jouer aussi sur le collectif, c'est-à-dire d'aller vers des stratégies collectives où les élèves vont être engagés dans des processus de négociation entre eux, de concertation. Et là, on atteint quand même une autre dimension aussi. Le rapport aux besoins et aux intérêts aussi. On va essayer d'identifier donc leurs besoins et ce qui va les intéresser, parce qu'il n'est pas possible d'apprendre n'importe quoi, n'importe quand et à n'importe qui. Par exemple, en badminton, un élève qui est intéressé par la préoccupation et qui serait préoccupé par le fait de renvoyer de l'autre côté du filet, voilà. Donc lui, il veut se confronter aux autres, mais en même temps, il est un peu dans le jeu, sauf qu'il peut, il veut absolument renvoyer de l'autre côté. Je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais lui proposer pour arriver à le mobiliser, à le satisfaire? Et après, quelle situation je lui propose pour arriver à faire émerger une autre étape ensuite et le faire progresser? En fait, on va essayer de créer des experts à chaque niveau de pratique. D'accord? On ne va pas attendre l'objectif très lointain pour qu'ils soient experts, mais on va essayer de créer des experts à leur propre niveau et qui correspondent à leurs préoccupations.
Et enfin, on va aménager le milieu. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un environnement qui est capacitant, c'est-à-dire un environnement qui va permettre aux élèves de se développer et d'optimiser vraiment les ressources qu'ils ont. Puisque les élèves réussissent toujours à faire quelque chose. Donc on va essayer justement d'optimiser ces réussites-là. Hop. Alors, le plaisir ne se décrète pas. C'est un petit peu la conclusion de ma première partie avant d'évoquer les pistes. Donc il n'y a pas de prescription possible. Donc on ne peut pas obliger les gens à prendre du plaisir. On ne peut pas le didactiser. Mais par contre, voilà, on ne va pas organiser non plus de tyrannie du plaisir. Alors, diapositive, je vous lis. Allez-y jusqu'à l'orgasme. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, on n'est pas des tyrans du plaisir non plus. Donc maintenant, je vais vous présenter nos pistes pédagogiques. Alors, diapositive illisible, c'est fait exprès. Donc les 8 pistes, nous en avons 8 qui sont proposées. Ce petit schéma, c'est juste pour vous indiquer qu'en fait, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchisation. En fait, c'est 8 éléments d'aide, en fait, sur lesquels on peut intervenir. Alors, pas tous en même temps, un par un, comme on veut, selon nos aspirations, selon les élèves qu'on a. Mais voilà, ce sont 8 pistes pour essayer de remobiliser les élèves. Voilà, soit quand on a une démobilisation ou une absence de mobilisation dès le départ. Donc, je vous le redis, il n'y a pas du tout de prescription, ni de recette. Alors, c'est parti. Piste 1. Donc, piste 1, ça serait la plus importante. Celle sans laquelle rien n'est possible. Donc, cette piste 1, tisser des relations humaines bienveillantes et émancipatrices. Alors celle-ci, elle renvoie directement, par exemple, à une démarche positive qu'on retrouve notamment avec les idées d'évaluation positive qu'on trouve en ce moment, qui sont recommandées en ce moment au niveau institutionnel. Donc la bienveillance, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence. Donc c'est pas être gentil, être bienveillant. C'est pas être gentil, affectueux. C'est plutôt en fait prendre en compte la singularité des élèves. Être dans une approche compréhensive. C'est-à-dire on va essayer de comprendre pourquoi il agit de cette façon ou d'une autre façon. Pourquoi est-ce qu'il a un comportement qui me paraît à moi irrationnel alors que pour lui c'est peut-être pas du tout le cas. Donc je vais essayer de comprendre les choses pour pouvoir ensuite adapter. Donc c'est vraiment une piste qui va inviter à la différenciation. Je vais essayer de prendre en compte les différences, notamment donc, dans l'attitude des élèves. Ça peut être aussi pour gérer des problèmes de discipline. Ça peut être pour comprendre les stratégies d'évitement. Parce que si je propose quelque chose d'uniforme à tous, un traitement égal, je vais vers l'égalité, peut-être, mais ça va poser quand même de nombreux problèmes pour certains. Donc, je suis dans la compréhension et aussi dans l'indulgence. Alors, c'est important de rappeler que le savoir, en fait, le sens des activités qu'on va proposer sont vraiment des éléments clés pour aussi gérer notre classe. C'est important pour mobiliser les élèves. Voilà, on en reparlera du sens demain, notamment en danse. Alors, ça renvoie aussi à une capacité à être empathique. D'accord ? Donc, à se mettre à la place des élèves pour essayer de comprendre ce qu'ils éprouvent à un moment donné, comprendre leurs problèmes, ce qui les préoccupe, pour essayer de trouver des solutions. Alors par rapport à ce point-là, je fais un petit clin d'œil à la sociologie de Bernard Lahire, que j'apprécie beaucoup. Comprendre, ce n'est pas excuser. Donc même quand il y a des problèmes dans nos classes, etc., essayer de comprendre les élèves, c'est pas du tout excuser, mais c'est une première démarche pour après faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. Donc essayer de comprendre les origines d'une démobilisation d'un élève qui arrête complètement, enfin voilà. Et l'approche compréhensive est vraiment fondamentale pour nous et elle transparaît vraiment dans ce point-là. Alors, donc elle est assez générale, on n'a pas forcément de pistes pédagogiques par rapport à ça, mais c'est vraiment une éthique à avoir en tant qu'enseignant. Alors la deuxième piste, favoriser une réussite quasi immédiate pour entretenir en permanence un espoir de réussite. Alors, problème souvent rencontré, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, par exemple des situations, des évaluations diagnostiques en début de cycle qui vont confronter les élèves à des compétences attendues. Alors pour nous, c'est problématique parce qu'en observant les élèves, eh bien, on s'aperçoit tout de suite que certains
vont mettre beaucoup de temps à rentrer dans l'activité et ne vont pas du tout réussir tout de suite. Ils vont être mis directement, dès la première séance, en échec. Alors, on pense en fait, bon, après ça part d'une bonne intention, hein, à juste terme, vouloir leur montrer ce qu'ils vont devoir apprendre à faire, mais pour eux, en fait, ça semble parfois inaccessible et impossible à atteindre. Donc, on va s'interroger en fait sur les émotions ressenties par les élèves. Alors, pour les élèves, oui, prenons un exemple, par exemple, quand vous préparez le CAPES, pour ceux qui préparent le CAPES, le premier écrit que vous avez fait au mois de septembre ou octobre, quand vous êtes évalué comme avec la grille d'évaluation du CAPEPS, eh bien, moi je vois les étudiants à Amiens, les premières notes qu'ils ont, mais c'est catastrophique. Donc on les met vraiment dans les conditions du concours. Alors d'un côté, hein, voilà, ils savent à quoi s'attendre, c'est très bien. Mais on récupère un petit peu les étudiants à la petite cuillère derrière. Donc après, il faut se mettre pareil à la place des élèves. C'est-à-dire, quand on a des attentes, ils m'ont dit, allez, je vous confronte à mes attentes, on va voir ce que ça fait. Et là, boum! Voilà, alors les élèves qui sont solides, ils s'en sortent très bien, mais par contre, on en a pour qui sont déjà en échec avant, c'est quand même très très compliqué. Donc on va essayer de se mettre un petit peu à leur place et essayer de ne pas favoriser donc les émotions négatives. Donc pour ça, on va essayer de créer l'espoir de la réussite, d'accord ? De leur montrer que la réussite est accessible, mais pas dans 15 séances, accessible tout de suite. Et pour ça, on va par exemple diminuer les contraintes de la tâche. Alors on va pouvoir mettre en place alors on a utilisé à un moment donné le terme de situation embryonnaire, c'est-à-dire c'est une situation qui est initiale, qui va être adaptée à ce que les élèves savent faire, plutôt qu'aux objectifs visés. Donc on est quand même en relation évidemment avec les objectifs, les savoirs, mais on repart du début, on repart de ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et on va essayer de faire évoluer cette situation, donc on a une situation initiale qui va se transformer pour pouvoir s'adapter au niveau des élèves. Alors, piste numéro 3, ajuster l'enjeu du jeu au niveau des élèves. Alors ici, on va apporter des éléments dans les situations, des enjeux qui vont attirer les élèves, qui vont favoriser leur réussite et leur plaisir d'agir. Donc on a l'aspect ludique qui peut être important, l'aspect émotionnel aussi qui peut être important. Alors, par exemple, on a Denis Barbier en escalade qui, dès la première séance, avec des élèves débutants, leur permet tout de suite de vaincre des sommets. Donc il a tout un dispositif qui est mis en place, où les élèves ont leur fanion, elle est accrochée en haut. Tout est mis en place pour que les élèves réussissent à atteindre le haut du mur dès la première séance. Et voilà, il est vraiment centré sur l'exploit. Je sais pas s'il y a des vidéos sur ActiBloom, mais en tout cas vous pouvez retrouver sur le site ActiBloom les vidéos, l'interview notamment de Denis Barbier, voilà, qui est très intéressante. Alors il y a un enjeu très fort, voilà, c'est l'aspect ludique va être mobilisateur. Alors cet enjeu qu'on va mettre en place, eh bien en fait le but, donc pourquoi on le met en place, eh bien c'est pour impliquer en fait une très forte émotion. Donc il va y avoir une implication émotionnelle des élèves dans la situation. Alors l'enjeu, ça va être de pouvoir aussi conserver la dimension symbolique et culturelle de l'activité. Et l'enjeu aussi, ça c'est le premier point, voilà, on doit rester quand même centré sur le sens de l'activité. Et le deuxième point, c'est que l'enjeu doit évidemment être accessible à tous les élèves. Donc pour ça, on diminue aussi les contraintes réglementaires. Alors on choisit, on fait des choix par rapport aux réglementations, au cadrage de l'activité, mais sans altérer le sens de l'activité qui doit toujours transparaître. Et on va donc aménager le milieu pour s'adapter aux élèves. Alors, piste 4, aborder l'activité en prenant en compte les préoccupations des élèves. Alors, les préoccupations des élèves, donc, par préoccupation, on pourrait dire que c'est une disposition d'esprit, la disposition d'esprit de quelqu'un qui est tellement occupé à quelque chose qu'il ne peut pas prêter attention à autre chose. Donc quand vous avez vraiment votre préoccupation, c'est voilà, vous êtes attiré par, vous n'avez en tête qu'une seule chose. D'accord ? Donc disposition d'esprit de quelqu'un qui est tellement occupé à quelque chose qu'il ne peut prêter attention à rien d'autre. Alors bien souvent, on reproche à certains élèves de ne pas agir autrement, donc de rester centré sur une seule chose. Alors leur conduite à nous, elle nous paraît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas forcément rationnelle, mais en fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont tellement préoccupés par une chose, par exemple ne pas se faire mal, je repense au volet.
Il y a des élèves, ils ont tellement peur de se faire mal que ça n'ira pas. Et on a beau leur dire va chercher la balle, etc. De toute façon, ça ne marchera pas. Le débutant en danse, c'est exactement la même chose. Si il a peur du ridicule et qu'on le confronte au regard des autres trop vite, dans un petit groupe, on donnera quelques éléments demain par rapport à ça. Si on ne tient pas compte de sa préoccupation de ne pas avoir l'air bête, eh bien, rien ne va être possible. Et là, du coup, on l'engage dans des stratégies d'évitement. Donc, on va essayer de mettre en œuvre des dispositifs pour que les élèves soient rassurés à un moment donné. Alors pareil, on a le même exemple en natation avec l'élève qui conserverait sa posture de terrien, en fait, qui resterait à la verticale, parce qu'en fait, il ne peut pas faire autrement. D'accord ? Donc on a beau lui dire allonge-toi, si ça marche pas, de toute façon, parce que c'est pas sa préoccupation, c'est pas le moment. Donc on va essayer de prendre en compte ses préoccupations. Alors la piste 5, je vais avancer un petit peu, c'est l'autodétermination, donc valoriser l'autodétermination et l'interdépendance donc positive entre les élèves. Alors l'autodétermination, ça renvoie au fait que le sujet ne va s'impliquer dans une situation que s'il a le sentiment d'être à l'origine de son engagement. D'accord ? Ce qui fait que quand on nous impose quelque chose, eh bien, on ne va pas vers l'autodétermination puisqu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir choisi quoi que ce soit. Alors ici, on va essayer de donner des possibilités d'action, des procédures, permettre des procédures différentes, ouvrir les situations, puisque différentes stratégies doivent être possibles. Donc on va construire un cadre à l'intérieur duquel différentes stratégies sont possibles et non hiérarchisées. Ça, c'est important aussi. Donc tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Alors, par exemple, en course de haies, on pourrait imaginer donner des haies aux élèves sur une distance donnée, donc la contrainte c'est la distance, on leur donne des haies, par exemple, je sais pas, 4 haies, et à eux de trouver où je place mes haies pour être le plus rapide possible sur ma distance donnée. Donc je leur impose pas, c'est pas moi qui les place et qui leur met des intervalles réguliers ou irréguliers, je vais leur laisser la possibilité de choisir à un moment donné pour qu'ils puissent être dans une phase de recherche, d'expérimentation, et pour pouvoir construire en fait leur parcours d'apprentissage. L'interdépendance, donc là c'est plutôt les relations entre les élèves, c'est optimiser le fait d'être en groupe. Ça tombe bien, on a des classes qui sont parfois surchargées, et on sait qu'il y a des effets très positifs à être en groupe, à apprendre grâce aux autres et avec les autres, mais ça peut aussi avoir un effet négatif quand c'est pas suffisamment maîtrisé, donc selon les situations proposées. Donc par exemple ici, on va essayer de ne pas systématiser la compétition et les situations de confrontation entre les élèves, notamment quand c'est pas du tout le sens d'une activité. Ça convient pas à tout le monde d'être dans une démarche de compétition, de défi, etc. Et puis les effets de la compétition sont quand même largement dénoncés, notamment par des chercheurs qui travaillent en sciences de l'éducation. Donc là, je vous renvoie à ce que je vous avais dit tout à l'heure sur des recherches menées par Butera, ou même Marcel Craé, qui a écrit un ouvrage qui est vraiment intéressant en sciences de l'éducation, qui s'appelle L'école peut-elle être juste et efficace, et qui est vraiment très pertinent sur le développement de la coopération entre les élèves, créer cette interdépendance et des communautés d'apprenants. Alors on va essayer de valoriser la coopération, puisque quand on regarde quand même les programmations en EPS, on n'a quand même pas beaucoup d'activités programmées qui sont des activités où il y a une réelle coopération. Alors quand on a une coopération dans une activité, c'est quand il y a ce qu'on appelle un but supraordonné. C'est-à-dire, je vais coopérer que si il y a un but collectif à atteindre et que si, sans les autres, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Donc on a quelques activités qui s'inscrivent dans ce cadre-là, mais ce sont des activités qui sont quand même peu enseignées par rapport à d'autres à l'école. Par exemple, les activités artistiques, la danse, les arts du cirque, si je fais un numéro à plusieurs, et puis les pratiques de pleine nature, type course d'orientation en groupe, escalade, etc. J'ai besoin de l'autre, je ne peux pas faire autrement que de coopérer avec lui, et en même temps, personne ne s'oppose à moi. Dès l'instant où je vais avoir un défi, être meilleur qu'un autre, un battle ou quoi que ce soit, la coopération est au service de l'opposition et ça change la donne. On n'est plus du tout dans la logique coopérative. J'avance, piste 6. Il me manque un bout. Non, pardon. La piste 6. Alors, faire vivre des expériences affectives, émotionnelles, corporelles, marquantes.
Alors, pourquoi vivre des expériences marquantes? Eh bien, c'est pour en garder des traces et pour avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, envie de recommencer et de recréer les conditions de cette source de plaisir. Alors, les expériences qui nous touchent, on sait que les expériences qui nous touchent affectivement, émotionnellement, etc., vont être de toute façon recherchées, alors de façon plus ou moins consciente, évidemment. Donc, on va essayer ici de proposer, alors selon les activités, des défis signifiants. On va utiliser aussi des artifices, c'est-à-dire par exemple le trampoline en gymnastique, les palmes en natation pour avoir davantage de sensations. On va changer de ballon en volleyball pour que les élèves aient moins peur de la balle et puissent quand même être mobilisés dans la tâche. Donc voilà, le but c'est de renforcer les expériences marquantes pour les élèves, pour stimuler leur réussite et aussi une certaine jubilation à pratiquer l'activité. Donc on va essayer d'amplifier les éléments marquants des activités. Alors, piste 7, proposer des contenus en phase avec le niveau d'adaptation de l'élève. Alors ici, je vais donc repérer les préoccupations des élèves pour leur permettre de réussir, mais surtout de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir des contenus en fonction des besoins des élèves, et non pas en fonction des objectifs tout de suite, ou du moins de façon indirecte. Mais ce qui va être important, c'est de ne pas avancer non plus trop vite. C'est vrai que quand les élèves sont en réussite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Paf, on va complexifier, on va passer à une autre étape, etc. Et du coup, régulièrement, en fait, ils n'ont pas assez de plaisir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'expérience de réussite. Quand je réussis à faire quelque chose, alors on le voit par exemple énormément chez les enfants, les jeunes enfants, les enfants à la maternelle. Quand ils réussissent à faire un truc, par exemple, je prends dans un autre domaine un puzzle, ils peuvent le faire 150 fois. Et ils n'ont pas envie d'en faire un plus dur. Mais ils ont envie de réitérer cette expérience de réussite. Donc on va aussi ne pas aller trop vite pour que les élèves profitent de la réussite. D'accord? Et on ne va pas leur poser tout de suite un nouveau problème. D'accord? C'est comme tout à l'heure, c'est toujours de bonnes intentions qu'on a, mais il faut quand même faire attention et essayer de leur permettre de vivre des expériences marquantes un peu plus longtemps. Dernière piste. Permettre à l'élève de repérer et de capitaliser ses progrès. Alors pour Guy Hay, l'EPS n'atteint son objectif que si l'élève en garde un bon souvenir. Alors si le plaisir est une source de progrès, puisque je vais m'impliquer et continuer à m'impliquer, encore faut-il que l'élève puisse aussi identifier ses progrès. Donc on va proposer des choses, des éléments pour permettre aux élèves de se rendre compte des progrès qu'ils ont effectués. Alors, déjà, s'orienter vers des buts de maîtrise plutôt que de performance tout de suite, puisque les objectifs de performance amènent à la comparaison sociale et forcément il va y avoir un gagnant et peut-être plusieurs perdants. Donc on va s'intéresser quand même davantage aux buts de maîtrise. On va essayer aussi, très important, notamment par rapport à l'évaluation positive à l'école, de dire en premier ce qui est réussi. Donc, quand on voit un élève dans une situation, pas tout de suite dire « Ah, tu aurais pu faire ça » ou « Là, tu vois, il faudrait que tu apprennes à faire ça ». On va déjà dire ce qui est bien, ce qui est réussi. Et ils réussissent toujours quelque chose, évidemment. Dire d'abord ce qui est pertinent et ne pas voir toujours le trou, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'ils font et ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Même si, évidemment, on a envie qu'ils progressent. Autre point aussi, on va utiliser des repères, donc des repères externes, pour que les élèves puissent visualiser, comparer et prendre en compte leurs progrès et comprennent ensuite ce qu'ils vont devoir apprendre. Donc ça peut être des repères quantitatifs par le biais des scores, etc., mais qui doivent aboutir évidemment à un débat derrière, à une discussion pour comprendre le comment et le pourquoi. Et on peut avoir aussi des repères qualitatifs, donc selon les activités, par exemple en danse on va être que sur des repères qualitatifs. On va s'attarder sur 2 ou 3 critères qu'on va montrer régulièrement, notamment grâce aux spectateurs, par exemple en danse, pour que les élèves puissent se rendre compte de son avancée. Voilà, pour capitaliser les progrès. Alors, en guise de conclusion, alors avant de vous laisser lire cette situation-là, petite citation de Descartes que j'aime bien: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Petite méfiance par rapport au bon sens. Car si tout le monde est évidemment d'accord pour dire que les élèves doivent avoir du plaisir à pratiquer, le prof doit être bienveillant, on doit mettre tout le monde en réussite,
Ça, évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand on analyse les pratiques, etc., et qu'on approfondit les choses, eh bien, on se rend compte qu'on en est quand même pas loin dans tous les cas, mais on a encore un sacré travail à faire. Et que l'écart entre le dire et le faire, entre nos intentions et ce qu'on fait réellement entre nos élèves, eh bien, cet écart est parfois important. Donc, il faut faire quand même attention. Et puis, cette voilà, petite situation que je vais vous laisser lire pour conclure. Tout le monde est concentré. Elle est longue. Kierkegaard. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi, ça va? Vous avez peut-être des questions ou... On finit à l'heure. On finit à l'heure. On garde les questions pour demain? Tu veux un petit quart d'heure pour poser des questions si vous le souhaitez. Tu veux enchaîner sur... Non, je pense qu'il vaut mieux laisser pour demain. Tu en laisses pour demain? Ouais. Si on peut revenir ici? Pour forcer les gens à revenir. Ouais. Oui. Non.